Ce premier tour de table consacré aux nouvelles technologies et à la santé, je vous demande votre grande indulgence, car c'est la première fois, je crois, que j'anime une table ronde. Donc je vais être mauvais, mais vous serez gentil avec moi, j'en suis sûr. Alors, avant de commencer de présenter nos intervenants, quand j'entendais parler les uns et les autres aujourd'hui, je me disais, il est assez loin ce bon vieux temps du médecin de famille qui arrivait, qui palpait, qui regardait, qui nous connaissait. On ne pouvait même pas lui mentir, parce que moi, quand on lui disait j'ai mal là, il disait oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que t'as bu hier ou des choses comme ça. On a l'impression que ce temps-là, petit à petit, est en train de laisser la place à des dossiers gigantesques, des courbes, des données, des énormes... on parle de big data, mais c'est vraiment ça. On a l'impression que finalement, la santé est en train de changer. Alors certains même pourront dire, pourquoi est-ce que ça se déshumanise? Peut-être, je ne sais pas. Et pour parler de ça, pour parler un petit peu de ces nouvelles façons finalement de pratiquer la médecine, nous avons pensé à inviter philosophes, médecins, qui vont essayer de nous expliquer un petit peu quels sont leurs intérêts dans ce croisement des technologies et de la santé. Et nous vous passerons rapidement la parole à la salle pour pouvoir justement rebondir sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, nous recevons Madame Aude Lagarrigue, Madame Aude Lagarrigue qui est médecin somaticienne, si j'ai bien retenu, et présidente du comité éthique du CHU. Donc il va nous parler de l'éthique des nouvelles technologies essentiellement et de la qualité de l'information. On reviendra, je crois, sur cette question-là. À votre côté, monsieur Piot, monsieur Antoine Piot, le docteur Piot, qui travaille au Gérontopole et qui est responsable du projet de recherche technologique au sein du Gérontopole, si j'ai bien compris. À votre côté, monsieur Clarousse, que je ne reconnaissais pas parce qu'il a mis une veste. Alors, il a mis une veste. Alors, il est arrivé, il n'avait pas de veste. Et je me dis, mais qui c'est? C'est donc monsieur Clarousse, c'est bien lui. Qu'il est le représentant de la SADIR, vous nous expliquerez plus en détail de ce dont il s'agit. Et vous êtes prestataire de services en dispositifs médicaux. Donc, pour le retour, plutôt des dispositifs médicaux à la maison, à domicile. À votre gauche, cher Aude, monsieur Bernard Berchely, notre helvète. C'est vraiment un congrès international car il vient de Suisse. Bon, 7 km de la frontière, mais il vient de Suisse. Bernard Berchely est philosophe et s'est beaucoup intéressé dans toute sa carrière à la neuroéthique, aux questions de neuroéthique, et il fait partie du comité éthique de l'INSERM. Donc c'est dire que pour tout ce qui est de la réflexion sur le cerveau et sur la connexion, il pourra nous être fort utile. Et enfin, alors là je ne dirai pas ce que vous avez dit de me dire hors micro, je ne répéterai pas pour votre présentation, monsieur Le Guel, qui est intervenu ce matin brillamment. Le Guel, voilà. Le Guel, mais c'est ce que j'avais dit, voilà. Bon, alors je reprends. Ce sont les inconvénients du direct. Monsieur Guel, qui m'apprend à parler donc en catalan et qui est directeur de la valorisation au CNES, praticien hospitalier. Il nous a beaucoup parlé ce matin avec beaucoup d'intérêt sur toutes justement ces nouveautés on va dire dans le mélange entre la technique et l'humain. Et son intérêt, je crois, c'est la e-santé. Il va nous parler vraiment de la transmission de données par satellite. Alors j'ai cru comprendre qu'il va nous parler peut-être de l'Amazonie, et puis même, alors ça c'est très très bien, de l'Aveyron, ce qui est déjà mieux, beaucoup mieux. Je vais vous laisser peut-être chacun intervenir pour nous donner un petit peu votre intérêt sur les questions éthiques liées à vos pratiques. Et je commence par vous, monsieur, pour nous... Monsieur Clarousse avec la veste, oui. Donc bonjour, donc je suis Olivier Clarousse.
Je m'occupe de l'activité commerciale de retour à domicile pour la société Sadir Assistance. Sadir Assistance est donc une société historique toulousaine qui existe depuis 40 ans et qui est essentiellement axée sur le retour à domicile des patients avec une prise en charge sur l'activité respiratoire, donc tout ce qui est oxygénothérapie, ventilation, pression positive pour l'apnée du sommeil. Et justement, en ce qui nous concerne, une nouvelle réglementation sur le traitement de l'apnée du sommeil impose aux prestataires de santé de télétransmettre les données de suivi d'observance des patients traités pour apnée du sommeil. Et justement, aujourd'hui, nous avons des dispositifs connectés de téléobservance, donc ça se rapproche de la télémédecine, qui nous permettent de recevoir en direct l'utilisation de ces dispositifs médicaux, d'une part pour suivre le traitement médical, et d'autre part pour transmettre aux caisses d'assurance maladie la facturation correspondant à l'utilisation ou non de ces dispositifs. Voilà, donc... Est-ce que justement, là, sur cette question de la transmission des données, est-ce que, Madame Lagarrigue, est-ce que vous avez quelque chose sur ces questions-là, éventuellement ? C'est vrai que nous, au sein du comité d'éthique, on s'intéresse à l'avènement de toutes ces nouvelles technologies dans le soin, d'un point de vue pas forcément méfiant dès le départ, mais en tout cas avec un petit peu de recul, et on se dit que finalement l'adhésion des soignants et des patients à toutes ces techniques et technologies, elle ne doit pas être d'emblée dans le tout feu tout flamme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être séduit de principe par les applications que les industriels vont mettre à notre disposition, par l'entrée des robots dans le champ chirurgical, mais on ne doit pas non plus le diaboliser. Il y a des choses à obtenir de ces nouvelles techniques qui vont nous apporter de la précision, de la qualité. Il y a des renseignements en effet utiles qui vont être retournés aux médecins, des données qui vont transiter, qu'on n'aurait pas collectées sans ces techniques, puisque par exemple dans le cadre de l'enregistrement du sommeil, on n'est pas en mesure toutes les nuits de surveiller nos patients. Oui, je rapproche le micro. Donc je disais qu'il y a un flux de données, de soins qui vont revenir grâce à ces technologies de transmission, par exemple, de l'information, comme les données qu'on peut recevoir sur le sommeil de nos patients qui sont appareillés, qui vont être des données très utiles et qu'on n'aurait pas pu collecter sans ces technologies. Donc il est évident que les médecins et les patients vont avoir intérêt et vont tirer du bénéfice à certaines de ces applications, de ces techniques. Donc néanmoins, il ne faut pas non plus tout angéliser et regarder toutes ces techniques avec trop, en tout cas, de bienveillance et garder un petit peu d'esprit critique. Et je pense que l'enjeu pour les soignants, c'est vraiment de ne pas être, on en parlait ensemble donc, pour préparer cette table ronde, de ne pas être d'un point de vue de l'éthique de la conviction, c'est-à-dire dans le dogme, de dire toutes ces nouvelles technologies, c'est une révolution qui est beaucoup trop avancée pour nous, qui contient beaucoup de risques en termes de confidentialité des données, en termes de sécurité, donc grande méfiance, ou au contraire, en effet, être hyper conquis d'emblée, et qu'au contraire, ce n'est qu'en ayant en fait une attitude qui relève d'une éthique de la responsabilité, c'est-à-dire en étant nous, soignants, garants de la qualité de ces prestations, alors l'utilité en premier, parce que finalement, on n'a pas d'intérêt de s'enthousiasmer pour des nouvelles technologies si elles ne sont pas utiles en premier lieu pour les patients. C'est le premier des principes éthiques, l'utilité, la sécurité, c'est-à-dire être sûr qu'elles ne vont pas nuire aux patients. Est-ce que le traitement de ces données est totalement sécurisé? La confidentialité, est-ce que ces données ne vont pas totalement échapper aux patients? Et la qualité de l'information. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la population générale et nos patients sont prêts pour l'avènement de toutes ces technologies, mais est-ce qu'ils ont réellement compris tous les enjeux, en particulier les enjeux en termes de big data et les risques qui y sont liés? En tout cas, nous, on a un rôle du point de vue de cette responsabilité. Il n'y aura pas de confiance, à mon avis, dans la population s'il n'y a pas en face la responsabilité du soignant. Et là, je me tourne du coup vers vous, Monsieur Piot, parce que cette question de la confiance dont vous parlez, cette éthique de la responsabilité, mais finalement, est-ce qu'il faut, je dirais, former les patients?
Est-ce qu'il faut faire en sorte que les patients soient... Parce que c'est tout un travail finalement. Est-ce qu'il faut vraiment tout dire aux patients? Est-ce que quand on prend des données, est-ce qu'il faut dire on va vous prendre telle donnée, vous devez signer chaque fois que... Est-ce qu'on devrait nous faire signer ça quand on fait une prise de sang? Je dis n'importe quoi. Mais est-ce que finalement, parce qu'une prise de sang c'est des données, ça transite désormais par informatique, par Internet, on peut les avoir comme ça. Est-ce que selon vous, il y a vraiment une formation à avoir de part et d'autre, des médecins bien sûr, mais aussi des patients? Alors, votre question ne m'arrange pas, donc je ne vais pas y répondre. Pardon? Votre question ne m'arrange pas, donc je ne vais pas y répondre. Donc, c'est très bien. Non, plus sérieusement, je vais revenir un peu en arrière et je répondrai à votre question. Donc, juste pour vous rassurer sur l'aspect déshumanisation de la médecine, qui est une question légitime et actuelle. Donc, de manière très concrète, donc ce matin, j'étais à l'hôpital et j'ai passé ma matinée à palper des orteils, des mollets, des escarres, des fluides corporels. J'y retourne juste après, donc rassurez-vous, les médecins de terrain ont toujours les mains dans le cambouis, ça ne changera pas. Tant mieux. Voilà. Ceci étant dit, c'est une question pertinente. Et j'ajouterais même que finalement, ce qu'on recherche, nous, praticiens de terrain, dans les technologies, au sens large, mais surtout les technologies de l'information et de la communication, c'est finalement de se rapprocher des patients. Parce que les patients passent finalement de manière extrêmement brutale d'un secteur de soins extrêmement intensif, de haute technologie, avec énormément de densité médicale, à leur domicile, brutalement, de manière totalement isolée, avec des recommandations qu'ils ont beaucoup de mal à mettre en œuvre tout seuls. Et ce qu'on cherche, nous, justement, c'est à continuer ce suivi. Donc c'est ce qu'on appelle l'hôpital hors des murs, c'est à briser un peu ces ruptures et à suivre le patient sur le long terme de manière continue pour pouvoir lui apporter un service plus important. Et bien entendu, la technologie, c'est le vecteur, c'est l'outil, et le service, il reste humain. Le service, il n'a pas changé, il reste le même. Donc bien sûr, c'est des interrogations légitimes, la sécurité des données, etc. Ce sont des inquiétudes légitimes, mais malgré tout, on part d'un besoin médical, et ce besoin médical, il n'a pas changé. Il est toujours le même depuis un siècle, et ça ne changera pas, je ne pense pas. C'est juste des outils en plus qui peuvent potentiellement nous aider ou pas. Et effectivement, je pense que la première question éthique qui nous préoccupe tous les jours, c'est est-ce que c'est réellement efficace et est-ce que c'est réellement sûr? Et finalement, on est très très loin d'avoir résolu ces interrogations. On voit arriver énormément de technologies qui ne sont pas forcément médicalisées, les technologies qu'on appelle du bien-être, qui prétendent à une efficacité, qui prétendent à une sécurité d'emploi, mais qui n'ont pas été démontrées. Et effectivement, il y a bien entendu au centre de tout cela l'information aux patients, qui est le centre du problème, finalement, comme pour le médicament. Autrement dit, les effets indésirables du médicament font régulièrement scandale, mais le souci, ce n'est pas que le médicament est un effet indésirable, le souci, c'est que le patient n'ait pas été informé. Et à chaque fois qu'il y a un débat autour du médicament, le débat revient là-dessus. Défaut d'information, que ce soit de la part du médecin, de la part de l'industriel, etc. Dans le domaine des technologies, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, que va-t-on faire de vos données? Comment sont-elles sécurisées? Comment pouvez-vous vous en assurer? Nous recevons à l'instant en direct M. Bruno Velas, qui arrive, qui travaille aussi au Gironde-Pôle et qui, quand on avait préparé cette table ronde, nous m'avait parlé un petit peu des données passives. Vous allez un petit peu peut-être nous parler de ça. Mais quelque part, j'ai envie pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que finalement ces données, bien sûr, elles m'appartiennent, mais elles m'appartiennent oui et non, parce que je ne sais pas les lire. Est-ce qu'on sait lire une prise de sang? Je vois des barèmes, mais qu'est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, je prends devant des médecins, je vois une prise de sang, je vois un barème, tout de suite j'ai très peur, la glycémie c'est horrible, je vais mourir, donc j'appelle tout de suite mon notaire pour faire mon testament, puis là mon médecin me dit calme-toi, c'est normal pour telle ou telle raison. Donc effectivement le médecin est là pour aussi, est-ce que finalement ces données-là, est-ce qu'il est bon d'avoir par exemple des moyennes, des écarts-types, des choses comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'humain, c'est ça? Est-ce qu'une prise de sang avec des données, des écarts-types, plutôt avec des moyennes, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Moi, je crois que ce que je peux dire, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers une médecine qui est participative, c'est-à-dire que le patient prend part des décisions. Donc il faut de plus en plus que le patient puisse être informé.
Et notamment, quand on va vouloir évaluer les fonctions, il faut que le patient les connaisse. Par exemple, on dit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. Si on en marche 4 000, on est un peu loin de ce qu'il faudrait faire. Donc je crois que dans la médecine participative, il est très important que ce ne soit pas que le médecin, mais que ce soit le patient, et je crois que ça va aller dans ce sens-là, hein, avec les progrès de l'éducation, avec les progrès de l'information, le médecin sera informé. Sinon, moi, j'avais un message que je voulais faire passer qui me semble très, très important, c'est celui-là. Pour les enfants, avant de prendre une décision, pour les enfants, on demande aux parents. Pour les adultes, ils décident eux-mêmes. Par contre, pour les personnes âgées, tout le monde se donne le droit de décider. Tout le monde se donne le droit de décider pour une personne âgée. Et on le voit souvent à l'hôpital, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit l'entourage, plus la personne devient fragile, plus on se donne le droit, à tort, de décider pour elle. Et je crois que le défi des nouvelles technologies, soit elles vont accentuer ce phénomène, c'est-à-dire qu'on va décider encore plus pour les personnes, soit au contraire, et c'est ça le défi, ça va leur redonner l'accès à la décision. Il faudrait réfléchir aller dans ce sens-là. Parce qu'on s'est aperçu que quand c'est l'entourage qui décide, une fois sur deux, il est plus ou moins bienveillant, et une fois sur deux, quand il est bienveillant, il prend la mauvaise décision pour des raisons X. Donc il prend la bonne décision qu'une fois sur 4. Alors que la décision qu'aurait voulu la personne elle-même. Donc je crois qu'un challenge, je ne sais pas si on a réfléchi à ça, comment les nouvelles technologies éviteraient le risque de décider encore plus à la place des seniors, mais au contraire leur redonneraient l'accès à la décision. Et là, je crois que d'un point de vue éthique, ça peut être un problème essentiel. Mais si je vous suis bien les uns et les autres, là vous nous parlez pour l'instant finalement d'endroits où on a beaucoup de chance d'avoir encore beaucoup de médecins, où finalement on peut encore avoir cette décision partagée, ou en tout cas une aide à la décision par la technique. Mais là, je me tourne vers vous, monsieur Gouel, hein, je dis bien Gouel, ça dit bien là-bas. Parce que là, je crois que vous allez nous parler d'une autre, tout à fait autre type de lieu, d'autres types d'endroits, où là, on n'est même plus dans cette question-là, il n'y a pas de médecin du tout. Et alors, comment on fait? Voilà, il n'y a pas de médecin, je suis malade, qu'est-ce que je fais? Il n'y en a pas. Que je sois au hasard en Amazonie, et puis peut-être, pourquoi pas, dans l'Aveyron. Alors, comment ça se passe? Alors l'Aveyron, évidemment, je ne sais pas si c'est une bonne question, la bonne remarque. Ou l'Ariège, je ne sais pas s'il y a des Ariégeois dans la salle, ça fera toujours plaisir. Si vous voulez, il y a une quinzaine d'années, en 97-98, le CNES a été sollicité par le ministre de la Recherche, à l'époque, qui était Claude Allègre, et le directeur général, Brachet, a été questionné de la manière suivante. Claude Allègre lui a demandé: est-ce que les satellites peuvent aider à la santé publique, oui ou non? Et dans quel domaine, si oui? Donc nous avons été saisis de ce dossier, nous avons créé un groupe de travail qui était composé de médecins, de chirurgiens, d'infirmières, de patients, mais surtout pas d'ingénieurs du CNES, et ni d'ingénieurs d'ailleurs, hein. Et donc ce groupe de travail a remis des conclusions en disant oui, les satellites peuvent aider à la santé publique dans 4 domaines: les épidémies, dont on a parlé un peu ce matin, les consultations médicales sur site isolé en absence de médecins ou de professionnels de santé, l'éducation et le monitoring à domicile. Donc là, je vais vous donner 2 exemples qui ont très bien marché, qui aujourd'hui sont pérennes, qui sont des exemples qui sont pris en totalité à charge et par le ministère de la Santé et par les ARS des différentes régions où ces actes médicaux sont effectués. Le premier, c'est la notion de consultation sur site isolé. Un site isolé, je vais prendre l'exemple, non pas de l'Ariège ou de l'Aveyron, mais de l'Amazonie française, c'est-à-dire la Guyane et la région de Macapá, au nord du Brésil, où nous avons installé une 60aine de sites reliés par satellite vers l'hôpital de Cayenne, vers le SAMU de Cayenne, et des personnes qui habitent dans ces villages isolés, qui sont des villages ou des hameaux entre 500 et 1200, 1300 personnes, vont être formées par les ARS, ou les équivalents ARS côté brésilien, et vont pouvoir effectuer des actes médicaux
avec des examens complémentaires assez sophistiqués qu'ils vont pouvoir envoyer d'une manière totalement sécurisée, puisque c'est via satellite, vers un poste de réception qui est un poste référent, qui est le SAMU 973 à Cayenne. Et à partir de là, un diagnostic sera fait. Alors, conclusion de l'affaire, c'est quoi? C'est qu'avant la mise en place de ces réseaux, donc avant 1998, eh bien, il y avait des évacuations sanitaires systématiquement par hélicoptère. Coût d'une évacuation sanitaire, c'est à peu près 8 000 € entre un site isolé et l'hôpital de Cayenne. 25 à 30% de ces évacuations sanitaires, a posteriori, n'étaient pas justifiées. Il aurait fallu une photographie, si on avait eu un minimum d'examens biologiques, si on avait eu un minimum d'électrocardiogramme, eh bien, on évitait l'évacuation. Donc cette approche qui a été soutenue à l'époque par le ministère de la Santé, par M. Mattei, par le ministère de la Recherche, et je remercie Claudie Agneret qui vient d'arriver et qui nous avait fortement soutenus à l'époque, non pas parce que nous étions amis, mais parce qu'elle croyait en ce que je faisais. Et donc, aujourd'hui, cette approche de téléconsultation site isolé, eh bien, on la retrouve dans l'arrière-pays niçois, on la retrouve sur toute l'île de la Réunion, on est en train d'implémenter 80 îles de la Polynésie française, donc c'est quelque chose qui permet, du moins les données économiques que l'on a à l'hôpital de Cayenne, d'économiser entre 1 et 2 millions d'euros par an en évitant les EVASAN. Donc ça, c'est un premier exemple d'une action qui a été débutée il y a 10 ans, qui est pérenne, dont personne ne parle parce qu'elle marche, et qui est amenée à se développer. Le second, j'en ai dit 2 mots ce matin, c'est un programme qui a été mis en place en Midi-Pyrénées et qui pourrait être repris par la gériatrie, on en a parlé avec Bruno à plusieurs reprises, qui est la notion de consultation itinérante dans les zones rurales, plus particulièrement dans les zones où le taux de glycémie est extrêmement élevé et le taux de lipides est extrêmement élevé, c'est-à-dire pour ne parler que de l'Aveyron. Mais il y a les autres départements aussi. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Aveyronnais. Faites attention aux glycémies. L'idée de ce camion, c'est non pas de dépister le diabète, mais de dépister les complications du diabète. Si je prends l'île de la Réunion, la première cause de chirurgie à l'île de la Réunion, c'est l'amputation. L'île de la Réunion est le département français où il y a le plus grand nombre de centres de dialyse au mètre carré. Donc, le diabète est quelque chose d'extrêmement important et dépister les complications d'une manière sécurisée et aller chercher les patients au fin fond de leur village, parce que pour obtenir en Aveyron une consultation d'ophtalmo, une consultation de néphrologie, une consultation de neuro, c'est pas évident. Donc c'est un camion qui est équipé de tous les matériels nécessaires, qui est conduit par une infirmière, et tous les examens correspondant aux spécialités que sont la rétinographie, la néphrologie, la cardiologie et la neurologie, tous ces actes sont effectués par une infirmière habilitée par l'ARS. Donc c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre aussi dans tous les dom-toms, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre dans toute l'Occitanie et en PACA. Ce sont des programmes qui ont été initialisés, qui ont marché parce que ce sont des programmes qui ont été financés d'une manière nationale, au niveau national, sans passer par les guéguerres des uns et des autres, et qui se sont avérés extrêmement efficaces. Ce sont deux exemples concrets, mais il y en a une dizaine d'autres, et il y a des ouvertures qui peuvent se faire sur d'autres spécialités, notamment la gériatrie. Oui, merci beaucoup. Mais alors, si je comprends bien, donc ça, effectivement, ça permet de pallier à l'absence de médecins. Mais en Aveyron, les Aveyronnais qui sont là savent que de toute façon, nous, les Aveyronnais, on est tous en bonne santé. Donc, on n'a pas besoin. Mais j'avais envie de poser quand même une question autour de ça, dans la mesure où j'ai entendu dire, vous allez me le confirmer les uns les autres, là, je vais parler à notre philosophe, voir un petit peu comment il perçoit ces choses-là. Car en effet, j'ai entendu dire que des diagnostics faits par des robots, enfin de l'intelligence artificielle, sur par exemple la dermatologie,
serait extrêmement bien fait. Est-ce qu'on peut automatiser cela? Est-ce qu'on peut aller vraiment dans une automatisation aussi du diagnostic? Et j'ai envie de te demander, Bernard, mais finalement, cette médecine automatisée, cette médecine avec beaucoup justement de techniques, est-ce que, selon toi, ça change un petit peu notre perception de l'humain, comment tu vois ces nouveautés dont on vient de parler? Bon, l'idée d'utiliser des programmes informatiques pour faire des diagnostics, elle n'est pas nouvelle. Et je me souviens qu'il y a bien une trentaine d'années, aux États-Unis, on utilisait donc notamment pour le diagnostic de certaines maladies cardiaques des machines. Et dans la formation, les enseignants se plaignaient que les étudiants étaient devenus incapables de diagnostiquer des maladies cardiaques relativement simples. Donc, effectivement, l'augmentation de la technologie permet d'un côté d'être plus précis, plus efficace, et de l'autre côté, peut-être une perte d'un certain nombre de capacités que les médecins avaient. C'est vrai que pour les maladies rares, notamment, ou les cas de maladies dont les symptômes ne sont pas dans la norme, la machine est bien plus efficace que l'être humain. Maintenant, cela dit, il y a deux choses qui vont rester. C'est le colloque singulier, comme on dit, entre le patient et le médecin, parce que justement, l'augmentation de technologie fait que le patient est juste incapable d'interpréter les données qui peuvent lui être transmises, d'où d'ailleurs tout le débat sur les tests que l'on fait faire par Internet, notamment les tests génétiques à l'étranger. Alors bon, c'est légal, c'est illégal, mais ça se fait, mais ensuite il faut les interpréter. Et les interpréter donnera sûrement plus de travail aux médecins que de simplement de les faire. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois d'un côté une plus haute technicité qui fait que d'une certaine manière, la médecine peut s'améliorer sur certains points, mais en même temps, une perte de contrôle de la part du médecin en partie, mais du patient aussi. C'était souligné en gériatrie. Ça, c'est assez typique. La gériatrie est aussi un domaine dans lequel ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé du patient peut être mis en cause. Alors, parce que plus un patient est fragile, plus on a l'impression qu'il n'est pas capable de décider. De la même manière, plus les informations sont techniques, précises et pointues, moins on a tendance à penser, et avec raison sans doute en partie, que le patient est capable de les comprendre, de les intégrer et de décider par lui-même. Donc je pense que le rôle du médecin va se modifier assez profondément dans les décennies qui vont venir. Il y en aura besoin tout autant, donc malheureusement les déserts médicaux comme en Aveyron vont probablement persister, hein. Mais le travail sera à reconfigurer. On peut avoir l'impression, et d'un côté c'est quelque chose qu'on espère un peu tous, c'est que le rôle du généraliste sera augmenté par rapport au rôle des spécialistes, et on peut espérer que les revalorisations salariales iront avec, mais ça c'est un autre problème. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait penser que si le médecin change un petit peu de posture, est-ce qu'il faudrait aussi que le patient change de posture? Est-ce qu'il faudrait finalement que les patients, tout un chacun, nous soyons un petit peu plus des experts? Est-ce qu'il faut que nous apprenions les uns les autres, nous les profanes, à interpréter un petit peu ou pas? En disant ça, évidemment, vous imaginez bien, je pense à Doctissimo, je pense à ce genre de choses, où je suppose que la plupart d'entre vous, et aussi vos collègues dans la salle, ont pu avoir des patients qui vous expliquent ce qu'ils ont. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer là sur cette question-là, où finalement on va avoir des patients qui vont dire, voilà, docteur, faites-moi telle ordonnance parce que j'ai ça, et ne cherchez pas à comprendre car moi je le sais. Là, c'est comme ça. C'est écrit sur Internet. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous aimeriez là-dessus rebondir sur cette question-là? Est-ce que finalement, est-ce qu'il faut que nous soyons mieux formés et pour mieux peut-être rentrer dans cette relation avec les soignants? Je pense que c'est une évolution globale de la société et Dieu merci, les médecins évoluent aussi avec la société. Donc certes, les patients sont de plus en plus informés, c'est une très bonne chose. Ils ont de plus en plus de sources d'informations possibles, mais c'est le cas également pour les jeunes médecins. Autrement dit, il y a 1 ou 2 générations, on disait que le savoir médical était acquis pour la vie. Aujourd'hui, on estime que le savoir médical a une durée de vie de 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, la formation des jeunes médecins n'est pas axée sur le savoir, il est axé sur comment acquérir le savoir et le maintenir à jour. Donc ça veut dire que les médecins, alors je dis jeunes médecins, mais beaucoup de vieux médecins avaient pris le coup bien avant, puisque c'est eux qui nous ont formés. Finalement, les médecins, tout comme les patients,
sont dans cette logique. Autrement dit, je discute, j'argumente, voilà l'information que j'ai, voici comment l'interpréter, je vous accompagne dans l'interprétation. Donc ça n'est pas juste la société qui change, le monde médical change avec, donc finalement ça n'est pas si problématique que ça en pratique. Et effectivement, on voit des patients qui arrivent, qui viennent nous voir en s'étant informés sur Internet, et bien souvent c'est plus une aide pour nous qu'un obstacle. Parce que finalement, avoir un patient qui ne s'intéresse absolument pas à sa pathologie, qui ne s'intéresse pas à sa prise en charge, qui ne s'intéresse pas au traitement, qui ne s'intéresse pas au changement de mode de vie qu'il pourrait y avoir à mener, c'est la situation la plus complexe pour nous. Alors que quelqu'un qui a déjà un coup d'avance, qui sait qu'il va falloir qu'il change sa manière de vivre, qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose, qu'on l'accompagne, mais c'est avant tout lui l'acteur de sa santé, pour nous c'est une chance. Donc pour vous, les nouvelles technologies de l'information qui permettent à tout un chacun d'avoir un certain nombre de connaissances, même basiques, ça vous aide finalement. C'est pas du tout un handicap. Vous vouliez, je crois, rebondir sur cette question. Disons que je pense que les malades qu'on a le plus de mal à traiter, c'est ceux qui sont le moins éduqués. Donc tout ce qui va aller dans le sens d'une meilleure éducation du patient sera extrêmement utile. Je voulais dire un mot sur ce que disait Antonio Huguel. On travaille actuellement avec le MEDES et le CNES sur un camion outillé pour permettre l'accès à la recherche clinique. Joël Ménard disait l'accès à l'innovation et à la recherche clinique est un droit. C'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie non curable, il a le droit qu'on lui propose les essais thérapeutiques avec les molécules innovantes. Alors actuellement, quand quelqu'un vient nous voir, je prends l'exemple d'un début de maladie d'Alzheimer, on va lui proposer des traitements et des essais thérapeutiques en cours. Quelqu'un qui est à 80, 100 ou 200 km, on ne lui les proposera pas. Et le faire venir en ambulance pour des essais qui sont compliqués, c'est extrêmement difficile. Donc on travaille actuellement sur un camion qui permet l'accès à l'innovation et à la recherche clinique sur les territoires et notamment dans les maisons de santé. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sera efficace quand on prend les maladies à un stade précoce. Pour les prendre à un stade précoce, il faut se déplacer vers le patient. Donc c'est un élément éthique important qui est celui du droit à l'accès à l'innovation. Après, la personne décide si elle veut y participer ou pas, mais déjà qu'on puisse le proposer. Et les nouvelles technologies nous permettront maintenant de le proposer beaucoup plus facilement. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que le patient va être vraiment un décideur plus responsable? Quand vous parlez de responsabilité tout à l'heure, est-ce que le patient doit avoir une responsabilité plus forte dans son traitement, dans sa façon d'être? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que les nouvelles technologies vont amener à ça, ou est-ce que ça ne va pas changer du tout? C'est possible? Je ne crois pas que les nouvelles technologies doivent changer le niveau de responsabilité qu'on laisse à nos patients vis-à-vis des décisions. Je pense que s'il doit être augmenté, il doit déjà l'être avant les nouvelles technologies. Ça ne va faire que le maintenir ce besoin, cette demande. Moi, je voulais rebondir sur l'intérêt, en effet, l'aspect éthique est très intéressant de l'accès aux soins que permettent ces nouvelles technologies. Donc c'est très intéressant sur un pays comme le nôtre, où le niveau d'accès est quand même relativement satisfaisant, même s'il est déficitaire dans certaines régions. La vraie question, c'est d'un point de vue géopolitique, est-ce qu'à l'échelle mondiale, les populations qui sont totalement déshéritées d'un point de vue de l'accès aux soins vont bénéficier de ces nouvelles technologies? Voilà, ça reste un petit peu plus hasardeux. Mais c'est vrai que c'est un des grands avantages qu'on peut y voir. Oui, effectivement, tout cet accès aux soins qu'on retrouve un petit peu pour toutes les technologies, quelles qu'elles soient, effectivement, avec une inégalité. Bernard, Juste une remarque que je fais fréquemment dans ce cas-là. C'est vrai qu'il y a une question d'équité. C'est vrai que les nouvelles technologies sont d'abord mises à disposition des gens riches dans les pays riches. C'est encore plus vrai aux États-Unis que des pays comme les pays européens, mais il faut bien voir que ça s'est toujours passé comme ça, et ceci souvent au bénéfice du plus grand nombre. Les lunettes au XIVe siècle étaient réservées aux gens qui pouvaient se les payer. Dieu merci, et c'est devenu complètement démocratique. La pénicilline était réservée aux soldats américains. Bon, c'était en situation de guerre, c'est un petit peu différent. Mais là aussi, c'est ensuite répandu au bénéfice de tout le monde. Bon, on ne sait pas pour combien de temps, malheureusement, pour les antibiotiques. Mais voilà, donc il est normal, il est courant que les nouvelles technologies soient d'abord chères et rares, mais ce n'est pas une raison pour les interdire, c'est une raison pour les démocratiser, si je peux dire, et donc d'aller au contraire, quand c'est une technologie qui est véritablement bénéficiaire pour la population, de la mettre à disposition de tous, mais ça prend un certain temps. Et pour les pays
du tiers-monde dont on a parlé. C'est vrai, quand on parle du droit à utiliser des molécules innovantes, c'est très compliqué dans les autres pays parce qu'effectivement, comme vous le savez tous, il y a eu des films d'ailleurs là-dessus. Parfois, une équipe va faire une expérience, par exemple en Afrique, et quand l'expérience est terminée, s'en va en laissant les gens malades sans soins. Donc, ça pose une série de questions éthiques assez problématiques. Et moi, je n'ai pas la solution, mais je pense que si déjà au niveau national, il peut se faire quelque chose, il faut commencer par là. Parce que là, je rebondis là-dessus et je me tourne vers vous, Monsieur Clarousse, parce que finalement, est-ce que, quelque part, est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur de faire confiance à des machines? Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit ce matin, mais enfin, jusqu'à présent, on a un médecin, il peut se tromper, il peut ceci, il peut cela, très bien, il y a des personnes, des spécialistes. Mais est-ce que j'ai envie, moi, de faire confiance à une machine et de laisser, parce que je crois que maintenant il y a des machines, bon, il y a celles que vous proposez, puis il y a aussi de plus en plus de robots pour opérer, pour ceci, pour cela, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui résisterait là, je ne sais pas, pour tout un chacun? Alors en fait, ces nouvelles technologies, nous on les applique vraiment sur un secteur très particulier, donc c'est l'apnée du sommeil. Maintenant, à la fin de l'année, il y aura 1 million de patients en France qui bénéficieront de ce traitement et qui seront donc télésuivis par ces nouveaux systèmes de téléobservance. On peut constater en fait que déjà c'est la première fois qu'un dispositif de téléobservance est imposé dans l'histoire de la médecine. On n'a jamais déployé à cette échelle un dispositif de télésuivi. Et aujourd'hui, on peut quand même voir que sur le site de Toulouse, en fait, de la SADIR à Toulouse, où on a un peu plus de 6000 patients qui disposent d'un traitement de l'apnée du sommeil, le déploiement de ces systèmes de téléobservance, de suivi à distance, ne pose pas tant de crainte que ça auprès des patients. Donc certes, ils ont le libre choix d'accepter ou non ce dispositif, hein, c'est vraiment avec leur accord, mais dans la grande majorité des cas, c'est parfaitement bien accepté par les patients. Et même, on peut voir des patients qui s'impliquent dans leur traitement parce qu'ils se rendent compte que ce dispositif est là pour les aider, en fait. Alors, ça implique de leur expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, est-ce que les données sont sécurisées, parce qu'ils peuvent même nous poser des questions. Oui, mais alors si je me lève 3 fois la nuit pour aller aux toilettes, la machine va enregistrer les 3 fois où je me lève pour aller aux toilettes. Donc, ça va jusque-là, en fait. Mais ces données sont sécurisées aujourd'hui, ce sont des données cryptées, alors que ce soit les différents dispositifs qui existent. Logiquement, il n'y a pas de crainte sur ce sujet-là. Et on peut voir que les patients sont beaucoup plus impliqués. Et même, je dirais que ceux qui viennent nous demander l'accès à ces données, parce que certains veulent pouvoir accéder aux données de suivi, ce sont des gens encore plus impliqués et au final qui acceptent mieux leur traitement. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Donc vous dites qu'ils acceptent mieux leur traitement. Donc finalement, Bernanos, en 1948, là, dans La France contre les robots, avait peut-être donc tort quand il disait le monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Est-ce que finalement, vos patients se sentent plus libres, plus sereins, dès lors qu'une machine, certainement, entre guillemets, les contrôle. Il y a une sorte de contrôle. C'est ça qui est un peu étonnant. D'un côté, je suis contrôlé. D'un côté, mes données vont un peu partout. Bon, elles sont cryptées, vous le dites. De l'autre côté, je me sens plus libre, je me sens mieux. Tout à fait. Alors, au tout début, puisque ça fait 2-3 ans que ces systèmes ont commencé à être déployés, il y avait eu un premier texte qui imposait ce système de suivi, puis ça a été retiré, et puis ça revient à nouveau, parce que il y a 2-3 ans, lorsque ça avait été mis en place, effectivement, vous avez bien compris que ce système permet d'une part de suivre les patients sur un côté médical, mais il y a aussi un enjeu financier derrière, et de l'observance dépendra le remboursement par la caisse. Et c'est la première fois que, encore une fois, on conditionne le remboursement d'un traitement à l'observance et au suivi du patient. Ce qui n'existe pas quand vous prenez un Doliprane, quand vous prescrivez un Doliprane, que vous le preniez ou pas, on vous le rembourse. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait... Est-ce que c'est ça la responsabilisation du patient? Je pense qu'en pratique, lorsqu'on déploie ce système chez les patients, il faut au minimum les informer de l'intérêt de ce système et ne pas les laisser penser qu'il s'agit d'un mouchard.
Parce que Et oui, il y a un petit peu de cet ça. aspect surveillance au domicile qui peut être mal interprété par les patients, et c'est bien évidemment pas notre but, qui pensent que c'est un mouchard. Alors, ça n'est peut-être un, mais c'est un mouchard dans le sens pour les aider à être plus observants, à mieux suivre leur traitement, et le patient a un vrai bénéfice derrière. Donc, parce que finalement, et ça je m'adresse à tout le monde, dès lors que l'humain, tout à l'heure je parlais de ça ce matin, l'humain qui est pour moi par définition en relation, un humain seul n'existe pas, et pour vous, mais finalement ces données, est-ce que finalement elles font partie du domaine public? Et pourquoi pas privé? Pourquoi? Est-ce qu'il y a finalement un curseur à trouver? Jusqu'à présent, on considère que toutes nos données sont personnelles, c'est à nous, c'est quelque part qu'il y a quelque chose d'intime dans les données, mais finalement, si on est en relation, jusqu'à un certain point bien sûr, est-ce qu'il y aurait danger, selon vous, à ouvrir un petit peu plus ces données? Bernard? Juste dire, moi j'ai rien contre l'ouverture, mais il faut que ce soit la personne qui décide jusqu'où l'ouverture est possible. Alors souvent l'État doit un peu l'aider parce qu'il faut effectivement un peu les protéger. Moi ce que je crains, bon, je ne connais pas votre système, mais je veux dire en général, ces systèmes de surveillance entre guillemets, ben, si vous prenez votre iPhone ou et que vous activez l'application santé, ben, vous avez accepté d'être surveillé déjà. Et je ne sais pas comment c'est en France, mais dans mon pays, en Suisse, par exemple, il y a de plus en plus, pour ce qu'on appelle les assurances complémentaires, c'est qui ne sont pas obligatoires, des assurances qui veulent proposer des programmes de surveillance aux patients pour faire baisser les primes. Si vous faites plus de 10 000 pas par jour, etc. Et ça instaure effectivement une sorte de surveillance. Alors évidemment, avec le consentement plus ou moins libre des personnes, puisqu'il y a quand même une incitation monétaire, mais qui, de mon point de vue, je suis quand même, moi, un fervent défenseur du caractère privé de ce que l'on veut garder privé dans nos vies, est moralement tout à fait problématique. Mais c'est loin d'être la médecine qui est seule confrontée à ce genre de questions-là. Monsieur Goel voulait rebondir. Oui, concernant la protection des données, aujourd'hui, il y a une législation qui est bien définie qui a été bien définie par les différents ministres de la Santé. Les données de santé sont hébergées dans des hébergeurs, soit privés, soit publics, personne n'y a accès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pressions qui viennent de la part des industriels, surtout l'industrie pharmaceutique, pour pouvoir avoir accès à ces données. Pour l'instant, les gens au ministère réfléchissent à la conduite à tenir, mais au jour d'aujourd'hui, si on considère par exemple l'hôpital de Toulouse, toutes les données médicales référentes en relation avec les patients hospitalisés sont hébergées au MIPI, sécurisées, et la seule personne qui est autorisée à ouvrir un dossier, à regarder un dossier d'un patient est le médecin de l'hébergeur. Monsieur Piot, vous vouliez... pardon. Il y a deux choses. Moi, ce que je trouve quand même très nouveau, c'est l'idée d'assujettir la solidarité via la sécurité sociale à un système d'efforts supplémentaires ou en tout cas de surveillance des efforts fournis par le patient. C'est vrai que ça, c'est complètement... c'est inédit. Donc c'est un débat qui, je trouve, d'un point de vue sociétal, est passé... Qu'en pensez-vous? Parce que quelque part, c'est la performance. J'ai J'ai une bonne performance, je marche comme il faut, je paie moins. C'est ça. Moi j'ai pas de point de vue personnel à apporter, mais je dis qu'en tout cas, ça doit être débattu politiquement, parce que ça, c'est une vraie décision politique forte. Et ensuite, concernant les données de santé qui sont générées via des systèmes de surveillance, de monitoring, l'hébergement de ces données sur certains clouds est déjà assujetti, ou en tout cas utilisé par des laboratoires de recherche. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait clair pour les patients. Vous voulez dire que des données que nous émettons sont captées? Oui, peut-on dire par des industriels pour ça? D'accord. Les consentements sont donnés par les patients, mais qui a déjà lu la notice Google qui nous demande si on accepte? Qui a déjà lu en entier les conditions d'acceptation de Google? Généralement, on va directement en bas, on coche oui et on dit voilà. Oui. Donc c'est exactement pareil pour un consentement à l'utilisation de plein d'applications. Je crois qu'il faut vraiment distinguer ce qui est propre aux technologies et ce qui est finalement un phénomène assez général. Et c'est valable notamment pour ceux dont on parlait avant, qui est les déserts médicaux. Donc les déserts médicaux, ce sont des déserts tout court. Ce sont des déserts de services publics. Et c'est entre autres pour ça que ce sont des déserts médicaux. Et finalement, est-ce que, de manière générale, l'innovation médicale a plus de mal à pénétrer ces déserts tout court? Et la technologie ne fait pas exception.
Effectivement, la question qui se pose est est-ce que la technologie pourrait au contraire améliorer l'accès dans ces déserts? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais par ailleurs, elle ne diffère pas de toute innovation médicale. Après, concernant le débat sur l'apnée du sommeil, c'est très intéressant parce que finalement, ça n'est pas la technologie qui est en cause. Ce n'est pas la VNI, ce n'est pas le fait qu'on télémonitore des données qui est en cause, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données. Mais là, déjà, on n'est plus trop dans la technologie. Autrement dit, est-ce qu'on fait utilise ces données pour faire un retour au patient pour qu'il puisse mieux utiliser l'appareil? Ça, vraisemblablement, ça ne pose pas de problème. Ou est-ce qu'on utilise ces données à un but médico-économique? Mais on n'est déjà plus trop dans la médecine. C'est-à-dire, est-ce que la solidarité nationale accepte de payer l'appareil à quelqu'un qui ne l'utilise pas? Ça, encore une fois, c'est un autre débat, je suis d'accord, c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Mais c'est vraiment l'usage qui en est fait. Et effectivement, les craintes réelles de l'usage des données pour les technologies, elles ne sont pas propres à la médecine. Et le parallèle avec le téléphone, par exemple, est tout à fait pertinent. Par exemple, pour un de nos projets, nous, on voulait savoir ce que faisaient les gens. C'est-à-dire où ils étaient, ce qu'ils faisaient, mais dans un but de recherche clinique. Et on avait téléchargé une application sur smartphone qui fait déjà ça. Et c'est extrêmement déstabilisant parce que finalement on se rend compte que notre opérateur téléphonique, il sait où on est, il sait ce qu'on fait, il sait si je suis au restaurant, si je suis au café, parce qu'en recoupant les données, bon, je m'arrête à tel endroit à 10 mètres près pendant 2 heures, vraisemblablement ici il n'y a qu'un bar, il y a juste de l'herbe à côté, donc soit je suis en train de dormir dans l'herbe, soit je suis en train de boire au bar. Donc mon opérateur téléphonique, il le voit tout ça. Donc finalement cette intrusion dans notre vie privée, elle a déjà lieu et de manière massive. Donc là, ça nous interpelle parce qu'on parle de données de santé, mais ça n'est pas du tout propre à la santé, loin de là. Et je dirais même que la santé est bien en retard, et Dieu merci, sur d'autres domaines de notre vie de tous les jours. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait que sur notre carte vitale, par exemple, plus tard, il y ait beaucoup plus de données? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait notre séquençage ADN? Est-ce qu'il faudrait que finalement ces données qui puissent être accessibles à tout un chacun dans le milieu médical, bien évidemment, est-ce qu'il faudrait que ces données puissent être accessibles simplement, rapidement à tout praticien finalement? Est-ce qu'on pourrait avoir dans la carte vitale, parce que finalement un séquençage d'ADN maintenant c'est de plus en plus simple, et on pourrait, pourquoi pas, avoir ce séquençage? Et pourquoi on ne demanderait pas le séquençage ADN des gens que l'on rencontre? Alors après, le séquençage ADN, nous on ne saurait pas quoi en faire. Donc vous pouvez nous le donner si vous voulez, mais pour l'instant on n'aura pas de grande utilité. Ce qui est certain, c'est que 30% du temps médical hospitalier est passé à chercher de l'information. C'est-à-dire que les médecins passent un tiers de leur temps à chercher de l'information avant de commencer à soigner. Donc on meurt tous les jours dans les hôpitaux du défaut d'information. Donc il faut toujours mettre les risques en balance. C'est-à-dire, bien entendu, il y a un risque à la diffusion de données personnelles, mais il y a un risque énorme, connu et indiscutable à l'absence de données personnelles. Il faut savoir qu'avec une société qui vieillit et les pathologies chroniques, de plus en plus de personnes hésitent à voyager parce qu'elles se disent, si je tombe malade, par exemple, imaginons quelqu'un qui a une pathologie chronique va à New York, qu'elle tombe malade, elle ne sait vraiment pas que faire. Et personne n'a accès à son dossier. Donc il y a des services maintenant aux États-Unis qui permettent d'une part l'accès au dossier, et d'autre part, avec ce service, on peut téléphoner à un médecin qui aura accès à notre dossier et qui peut nous dire, en fonction du dossier, il n'y a pas à s'inquiéter, on peut rester à sa chambre d'hôtel, ou qui va nous dire, il vous faut aller voir tel spécialiste à tel endroit. Et ça rassure énormément de gens, et ça permet à des personnes de continuer à voyager alors qu'elles ne le feraient plus. Donc vous voyez qu'il y a tous ces aspects extrêmement positifs des nouvelles technologies et du partage du dossier. Alors je pense qu'il est temps de se tourner un petit peu vers la salle. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui auraient des commentaires, des témoignages, des questions à poser à notre panel d'invités, de brillants invités? Une main se lève. Oui, bonjour. Et merci. Oui, je reprends sur le problème de l'appareillage pour apnée du sommeil, puisque je suis appareillé depuis déjà plusieurs années. Et effectivement, les premières années, il y avait une opposition de la CNIL. On n'a pas parlé de la CNIL, mais c'est quand même elle qui joue un rôle important en France, au moins pour ce qui est de cet aspect de informatique et liberté. Et donc la CNIL s'opposait, dans un premier temps, à la collecte automatique des données. Donc jusqu'à il y a quelques mois, c'est un technicien qui passait à domicile et qui relevait les données, puisque l'appareil enregistrait sur des cartes mémoire les données de sommeil. On a besoin de le savoir, puisqu'effectivement, ça donne la fréquence des apnées, le taux d'utilisation de l'appareil, etc. Donc tout ça, c'est très bien. Et on m'a proposé effectivement de signer, il y a quelques mois, l'autorisation de la mise en ligne de l'appareil
pour que les données soient télétransmises automatiquement. Ça évite donc de se relever qui se faisait donc sur l'ordinateur du technicien qui passait auparavant. Alors donc j'ai une petite antenne avec une carte SIM maintenant qui s'est rajoutée sur l'appareil et qui télétransmet régulièrement. Je ne sais pas s'il le fait toutes les nuits ou pas, je pense que oui. Toujours est-il que malgré tout, quand je me déplace en voyage, je préfère enlever ce dispositif. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une antenne et c'est relativement fragile, donc autant ne pas se balader avec. Et ensuite pour une question de confidentialité. Je n'ai pas envie qu'on le sache forcément où je vais passer mes vacances, où je vais passer mes week-ends et des choses comme ça. Tout de même si on reste en Europe, parce que si je pars hors Europe, ça va être plus compliqué. Ce qui, je pense, n'empêche pas l'appareil de retransmettre, parce que j'emmène l'appareil par contre, de retransmettre, puisqu'il continue à enregistrer sur la carte mémoire, de retransmettre en différé les nuits que je n'ai pas enregistrées. Hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours lieu d'être vigilant entre l'usage de ces systèmes de télétransmission et puis malgré tout le respect de sa vie privée. Il faut être prudent. Alors, déjà, il est clair qu'avec les téléphones, ça a été évoqué aussi, si on veut vous géolocaliser à tout moment, avec un portable, on sait le faire, et on sait utiliser dans bien des domaines. Mais bon, en matière de surveillance médicale, je dirais, bon, je ne souhaite pas personnellement au moins que ce suivi trop précis soit fait. Après, qu'on le fasse à mon domicile, ça ne me gêne pas du tout, et je vous dis, ça, effectivement, ça me paraît normal qu'il y ait un contrôle à la fois de l'utilisation, et en même temps, pour moi, un retour du traitement. J'ai les chiffres exacts du nombre d'apnées que je fais, de la durée, etc., etc. Voilà. Beaucoup moins avec l'appareil, fort heureusement. Et merci. Puisque c'est très salutaire, et effectivement, pour des gens qui en souffrent, on est 1 million, vous disiez, en France, c'est quand même quelque chose une maladie que l'on ignore souvent, mais qui est très préjudiciable. Très préjudiciable. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce témoignage ? Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Par rapport à ces données de téléobservance, par rapport à la crainte que pourraient avoir les patients sur le suivi de ces données, et vous avez raison peut-être lorsque vous partez en voyage, vous ne voulez pas que l'on sache où vous y allez. On prend souvent pour exemple le téléphone portable comme l'objet le plus abouti, le plus connecté, c'est-à-dire qu'on peut savoir à qui vous téléphonez, on peut savoir qu'est-ce que vous consultez sur Internet. Souvent, vous allez consulter le site d'un voyage, et puis le lendemain, vous allumez Internet, et puis comme par hasard, on vous propose un voyage de l'endroit que vous avez consulté la veille. Bon. Donc le téléphone portable est très abouti, et en matière de santé, on peut se demander quel type de données on doit collecter en fait. En ce qui concerne l'apnée du sommeil, votre dispositif ne nous remonte en réalité que les données qui nous intéressent. On ne va pas imaginer un système de téléobservance qui nous remonte autre chose que les données médicales qui permettent d'évaluer le suivi du traitement. Donc en fait, on avait conçu les premiers systèmes de téléobservance. Bon, aujourd'hui, les fabricants de machines pour l'apnée du sommeil fournissent d'emblée ces systèmes qui sont intégrés à la machine, hein. Mais les premiers systèmes de téléobservance étaient conçus, c'était un boîtier qu'on rajoutait sur la machine, et c'est particulièrement compliqué de collecter, lorsqu'il n'y a qu'une ou deux données enregistrées sur une machine qui est couplée à une pression positive pour l'apnée du sommeil, c'est extrêmement compliqué de concevoir cet appareil. Donc aujourd'hui, on ne va collecter que l'information qui nous intéresse. Et en ce qui concerne ce traitement, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de géolocalisation. Donc vous pouvez continuer de débrancher votre système, mais l'intérêt de ce système étant le suivi médical de l'apnée du sommeil, je ne suis pas en mesure de savoir où vous allez en vacances. Voilà, si ça peut vous rassurer. Donc vous voilà rassuré, vous pouvez maintenant repartir en Aveyron ou ailleurs. D'autres remarques, questions ? Monsieur, là, au premier. Oui, Gérard Bapt. La question de l'apnée du sommeil est un cas de figure très très intéressant qui pose bien entendu le problème de la sécurité des données. Ça doit être réglé par la messagerie qui doit être sécurisée, mais aussi l'hébergement qui doit être garanti. Et dans la loi dite de modernisation du système de santé, des conditions de sécurité ont été apportées pour que l'hébergeur public, MIPI ou privé, soit responsable de la sécurité des données hébergées. Ça, c'est la première chose très importante. Mais au-delà
de cette question un petit peu technique et tenant à la propriété des données de santé du patient. Au-delà, ça pose un problème éthique beaucoup plus large qui a été effleuré tout à l'heure par Madame, mais qui mérite d'être explicité davantage. Pourquoi? Parce que la question de l'assistance aux apnéiques du sommeil a été motivée par le fait que le recueil des données au départ avait été couplé simplement par une circulaire de l'assurance maladie au remboursement du patient. Et que si l'appareil était insuffisamment utilisé, le remboursement s'arrêtait. Après une visite. C'est quand même un enjeu financier pas mal, puisque c'était 400 à 500 millions d'euros, hein, la prise en charge. Une association de patients a porté l'affaire devant le Conseil d'État, qui a cassé, non pas sur le fond, mais sur le fait que ça ne pouvait pas être généré uniquement par une circulaire. Le Conseil d'État a jugé que c'était législatif. Puis ça a tourné en boucle pendant 2 ans. J'y étais un petit peu acteur. Et on s'en est tiré aujourd'hui avec une législation qui dit que, certes, il y a responsabilisation, mais pas du patient, du prestataire. C'est-à-dire que le tarif de la prise en charge par l'assurance maladie va diminuer, non pas concernant le remboursement au patient, mais la prise en charge par le prestataire. Donc c'est au prestataire en quelque sorte de faire l'effort médico-technique, de faire en sorte que l'appareil soit bien utilisé. Et ça c'est positif, parce qu'effectivement la connexion améliore grandement un certain nombre de risques de l'apnéique du sommeil, AVC ou infarctus du myocarde, ou réhospitalisation. Mais au-delà, le problème de la responsabilisation est posé, que ce soit le prestataire, mais à un moment, ça a été posé par simple circulaire pour le patient. Et ça, c'est un problème éthique fondamental. Il y a un pays, la Hongrie, qui a diminué les prises en charge lorsque le patient ne perdait pas de poids, lorsqu'il était obèse, ou lorsque la glycémie n'était pas suffisamment équilibrée. Or, nous, les bases sur lesquelles pacte social et création de la sécurité sociale, ça a été des soins de qualité pour tous, sans condition. Et donc ça, c'est un problème fondamental. À l'heure actuelle, la responsabilisation du patient sur le plan financier est écartée, au moins pour la part publique, la part assurance maladie. Et c'est vrai que sur le plan des complémentaires, commencent à apparaître des choses en négatif. On vous diminue les primes si vous respectez un certain nombre de conditions. Mais on ne vous supprime pas le remboursement si vous ne le respectez pas. Voilà, donc ça c'est un problème éthique qu'il fallait bien, je crois, identifier. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question? Non? Je pense que vous avez tout à fait bien explicité la question et qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour continuer à l'approfondir. Je pense que c'est vraiment un débat complètement que la société française doit accepter d'affronter. Et en effet, les mutuelles ont déjà fait pareil avec la consommation de tabac ou de stupéfiants et le montant des prestations qui sont demandées. Donc en effet, je pense qu'on va devoir envisager de se poser la question au sein de la société française. À ce moment-là, ce serait vraiment un changement de cap énorme. Là c'est une révolution. Ce serait vraiment quelque chose... je ne sais pas ce qu'en pense notre Helvète. Non, mais c'est exactement la question. Comme vous l'avez bien dit, la solidarité, enfin jusqu'à maintenant, la solidarité, c'était on soigne les gens sans condition. Alors, ça varie d'un pays à l'autre, le remboursement, etc. Parce qu'il y a quasiment du chantage, là. Il y avait... Oui, mais on peut dire, on voit bien l'argument des autres, il dit oui, mais enfin, si vous n'êtes pas observant, vous faites payer aux autres les frais supplémentaires que vous engagez. Donc, pour des questions d'équité sociale, on doit vous pénaliser. Donc, on peut argumenter dans les deux sens. Et c'est pour ça que c'est un débat, je crois, qui mérite véritablement d'être posé. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Peut-être, je ne sais pas, pour le temps. La toute dernière. Donc, la toute dernière question, s'il vous plaît. Ah, c'est fini. Allô? Oui. C'est pas possible?
Alors, donc, Oui, question rapide. Ah, je suis désolé, mais Pierre Devalet, je suis chirurgien orthopédiste, depuis 30 ans installé en libéral, et la Société française d'orthopédie est peut-être une des rares sociétés qui s'est dotée d'un cercle de réflexion éthique et philosophique auquel je participe et qui depuis longtemps. Je crois s'il y a des rapports entre la technique et la médecine, je pense que la chirurgie orthopédique est aux premières loges. On passe notre temps à faire de la réparation mécanique, si je puis dire, entre guillemets, mais aussi biologique. Et c'est un sujet qui est au cœur de notre réflexion. Je pense qu'on aura une grande ambiguïté si on ne sépare pas l'éthique de la santé publique et l'éthique du soin. Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis dans une spécialité où je ne fais pas de prévention, je ne fais pas d'entretien, je fais de la santé, je fais du soin à des gens qui sont en rupture de santé, systématiquement. Et la médecine, au départ, ce n'est pas de la médecine d'entretien de la santé, et la médecine, ce n'est pas la santé. La médecine, c'est soigner des gens qui sont en rupture de santé. Je pense que nous sommes au cœur du débat, mais il faut séparer les choses entre ce qu'on appelle l'éthique utilitariste et l'éthique déontologique. Dans le soin, nous avons une éthique déontologique qui s'adresse à la personne. Dans l'éthique utilitariste, nous avons un entretien de la santé à l'échelon d'une population et on ne peut pas envisager la même chose et l'utilisation des données personnelles et des données à l'échelon d'une population. Je pense que et l'utilisation des techniques, des données, etc., elles sont fort utiles pour l'épidémiologie et elles doivent être appliquées. Elles sont très difficiles et même dangereuses dans l'éthique du soin, puisque il ne s'agit pas simplement de transmettre... On va être obligé d'arrêter. Je vous demande 30 secondes. Nous avons un groupe qui arrive et on a vraiment des horaires très précis à avoir. Donc vraiment, si vous pouvez conclure très rapidement, s'il vous plaît. Je conclus simplement que si on veut avancer dans ce domaine, il faut séparer, il faut l'envisager soit suivant une éthique de la population, c'est la santé publique, et soit suivant une éthique de la personne, et c'est l'éthique du soin. Et si on mélange les deux, on ne progressera que difficilement. Merci monsieur pour ces commentaires. Merci à nos experts. Et nous laissons la place maintenant à la prochaine table ronde animée par Catherine Dupré-Goudable. Merci beaucoup.